Je m'appelle Claire Adams, j'ai 27 ans et, il y a à peine une semaine, j'ai obtenu mon MBA de Stanford, un exploit que personne dans ma famille n'avait jamais imaginé. Vous pourriez supposer que cela a fait de moi l'enfant préféré. Pourtant, au sein de la famille Adams, j'étais toujours celle qui s'effaçait discrètement. Ma sœur Ashley, l'aspirante médecin, a toujours été la fierté de nos parents, tandis que je n'étais que la pragmatique qui gérait les factures et les responsabilités que personne ne remarquait. Pendant des années, je me suis convaincu que si je me forçais davantage, ils finiraient par me reconnaître. Mais au fond de moi, je savais que je serais toujours l'étrangère dans ma propre famille. Ce que je ne pouvais pas prévoir, c'est que la soirée censée honorer ma réussite détruirait plutôt l'illusion fragile de notre intimité, lorsque mes parents prononceraient des mots si vicieux qu'ils nous briseraient pour de bon. À ce moment-là, j'ai compris que la fille qu'ils n'avaient jamais vraiment acceptée était sur le point de disparaître à jamais. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'aussi cruel que vous auriez aimé l'effacer de votre mémoire? Surtout un jour censé vous élever. Si mon histoire vous parle, peut-être que la partager aidera quelqu'un d'autre à redécouvrir sa propre valeur. Nous nous sommes réunis chez Del Monaco S, l'un des endroits les plus élégants de Seattle, avec des nappes blanches immaculées, des lustres dorés et le doux murmure de la richesse tout autour. J'avais réservé la salle privée moi-même, payant chaque repas, chaque bouteille, chaque dernier détail. Il ne s'agissait pas de frimer. Après des années de petits boulots, de prêts étudiants et d'efforts incessants, je voulais simplement une soirée pour célébrer quelque chose que j'avais vraiment mérité. J'ai accueilli chaque invité avec un sourire poli qui n'atteignait jamais complètement mes yeux. Des professeurs, des collègues, mon supérieur du cabinet de conseil où je venais d'obtenir un poste à temps plein, et des camarades de classe qui semblaient sincèrement fiers d'être là. Puis mes parents sont arrivés, Suzanne et Robert Adams, élégamment apprêtés comme d'habitude, parfaitement habillés et composés, comme si la célébration était la leur au lieu de la mienne. Ils n'apportaient pas de fleurs, pas même une simple carte. Ashley n'était pas là non plus. Elle était censée travailler à l'hôpital, bien que je soupçonnais qu'elle n'avait tout simplement pas envie d'assister à un événement qui ne la concernait pas. J'ai fait les présentations, en regardant mes parents échanger des poignées de main et des sourires polis. Les compliments ont fusé, le genre que j'avais secrètement souhaité qu'ils entendent un jour. L'un de mes professeurs a souri et a dit « Vous devez être incroyablement fier de Claire. Un MBA de Stanford n'est pas une mince affaire. » Ma mère a laissé échapper un petit rire aérien et a répondu « Nous sommes fiers de nos deux filles, mais Ashley, notre cadette, est maintenant en faculté de médecine, elle fait de longues heures aux urgences, elle sauve des vies. C'est ce qui compte vraiment. » Un silence a suivi. On pouvait presque entendre les couverts s'arrêter en plein vol. Mon sourire est resté figé, rigide et travaillé, comme s'il avait été fixé là juste pour survivre à l'instant. Quelques minutes plus tard, mon responsable s'est levé pour porter un toast. Il a parlé de ma détermination, de la façon dont j'avais guidé notre équipe de stagiaires et maintenu le cap lorsque les échéances approchaient. Claire est l'une des jeunes consultantes les plus compétentes avec lesquelles j'ai jamais travaillé, a-t-il dit fièrement. Elle est promise à de grandes choses. Les applaudissements qui ont suivi étaient chaleureux et sincères. Je me suis tourné vers mes parents, espérant même un éclair de fierté dans leurs yeux. Mon père a laissé échapper un léger rire. Elle est intelligente, c'est sûr, mais Ashley, elle sauve des vies tous les jours. C'est le genre de fierté qui compte vraiment. Les mots ont frappé comme un script qu'ils avaient répété, comme si toute ma vie n'existait que pour mener à la grande performance d'Ashley. L'héroïne, la guérisseuse, celle qui comptait. Autour de nous, la table s'est figée, les yeux fuyant inconfortablement. L'une de mes collègues, que Dieu la bénisse, a essayé d'apaiser la tension. Elle s'est penchée vers ma mère et a dit doucement, « Malgré tout, vous devez être très fière de Claire. Ce qu'elle a fait est incroyable. » Le sourire de ma mère était froid, presque méprisant. « Je suppose que c'est bien, » a-t-elle dit. Puis mon père est revenu à la charge, ramenant une fois de plus le sujet vers les interminables quarts de nuit d'Ashley, ses stages et tous les patients qu'elle avait aidés. Comparé à un médecin, a-t-il ajouté avec un haussement d'épaule désinvolte, un MBA ne fait pas vraiment le poids. C'était le point de rupture. J'ai repoussé ma chaise, le bruit déchirant le silence comme une lame. Toutes les conversations se sont tues. Ma voix est sortie stable, plus forte que je ne l'aurais cru. Avez-vous la moindre idée de ce qu'il m'a fallu pour arriver ici? Combien de nuits j'ai passé sans dormir? Combien d'heures j'ai travaillé tout en étudiant pour ne pas vous coûter un centime? Les lèvres de ma mère se sont pincées étroitement, un mur de désapprobation silencieuse.
Mon père m'a regardé comme si je faisais un scandale. J'ai payé les frais de scolarité d'Ashley. J'ai envoyé de l'argent quand l'électricité a été coupée. Je me suis privé pour que cette famille puisse survivre. Et pourtant, je suis considéré comme celle qui est derrière un bureau. L'air est devenu dense. Chaque respiration dans la pièce semblait s'arrêter. À ce moment-là, je ne parlais plus aux invités, mais seulement aux deux personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Si je suis aussi inutile que vous le pensez, alors qui croyez-vous a empêché cette famille de s'effondrer pendant toutes ces années? Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa réponse a été assez tranchante pour blesser. Nous regrettons d'avoir une fille comme toi. Un halètement collectif, le bruit d'une cuillère qui tombe sur une assiette. Pendant un instant, ma vision s'est brouillée, non pas à cause des larmes, mais à cause d'une soudaine et douloureuse clarté. J'ai regardé autour de la table, voyant chaque expression choquée, chaque personne qui m'appréciait pour ce que j'avais accompli, puis de nouveau les deux qui venaient de m'effacer en un instant. Quand j'ai finalement parlé, mon ton était calme, presque stable. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, alors peut-être qu'il est temps que je commence à vivre comme si je ne vous appartenais pas du tout. Et je suis parti. Si je n'ai jamais été vraiment désiré, il était peut-être temps de commencer à vivre comme si je ne leur appartenais pas du tout. Je n'ai pas versé une seule larme ce soir-là. Pas quand je suis sorti du restaurant. Pas quand mes talons ont résonné sur le trottoir mouillé de Seattle sous une douce bruine qui me semblait presque familière. Pas même quand je suis rentré chez moi, que j'ai enlevé mes chaussures et que je me suis assise dans l'obscurité silencieuse de mon appartement. Mais le lendemain matin, quand j'ai déverrouillé mon téléphone et que j'ai vu 11 appels manqués de mes parents et un seul message qui disait « Tu nous as embarrassés. J'espère que tu es fier de toi », c'est là que quelque chose en moi a cédé. Ce n'est pas de la tristesse qui m'a frappé. C'était de la pure fatigue. Parce que ce n'était pas un moment isolé. C'était juste la dernière scène d'un schéma de vie que j'avais finalement cessé de prétendre être normal. Je n'étais plus surprise. J'étais simplement fini. Pendant toute mon enfance, j'ai été la fille discrète qui s'effaçait pendant qu'Ashley brillait sous tous les projecteurs. Nous n'avions que 2 ans d'écart. Pourtant, il y avait souvent des décennies de distance dans la façon dont nous étions aimés. Ashley avait des récitals de piano, des rubans pour la participation, des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux imposants et des ballons dorés épelant son nom. Une fois, j'ai reçu un gâteau sur lequel on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Ashley haut et clair », écrit maladroitement dans le coin. Une blague qui est devenue un classique familial. Ils ont ri. Pas moi, mais j'ai souri comme toujours. J'ai appris jeune que le succès ne comptait que s'il correspondait à ce qu'ils appréciaient. Quand j'ai ramené le certificat de première place du concours régional de mathématiques, rayonnante de fierté, j'ai vraiment pensé que cela pourrait enfin signifier quelque chose. Maman n'a même pas levé les yeux de son panier à linge. C'est bien, a-t-elle dit avec désinvolture. Mais Ashley fait du bénévolat à l'hôpital. Cette phrase, un réel impact, était leur mantra. Elle résonnait dans chaque conversation, chaque comparaison. Apparemment, rien n'avait vraiment d'importance, sauf si cela venait avec un stéthoscope. Pourtant, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à insister, croyant que si j'en réalisais assez, un jour, il finirait par dire ce que j'avais passé toute ma vie à attendre d'entendre. Nous sommes fiers de toi, Claire. Alors, j'ai continué à travailler d'arrache-pied pendant mes études, jonglant avec 3 emplois à la fois. J'ouvrais le café à l'aube, je nettoyais des bureaux après les cours du soir et je passais mes week-ends à donner des cours particuliers à des enfants du quartier. Chaque chèque de paie disparaissait pour les factures du ménage, pour les dépenses interminables d'Ashley à la faculté de médecine. Personne ne m'a jamais demandé comment je m'y prenais. Ils ont juste accepté l'aide comme si elle était due. Michael avait l'habitude de me taquiner en disant que j'étais la seule personne capable d'équilibrer un budget familial plus vite que je ne pouvais reconnaître ma propre valeur. Il le disait avec un sourire, mais il y avait toujours cette étincelle de tendresse dans ses yeux après. Michael avait été mon ami le plus proche depuis l'université, la seule personne qui voyait toujours au-delà des masques que je portais. Son histoire n'était pas identique à la mienne, mais elle portait la même mélodie. Son père, un ancien militaire, exigeait l'obéissance d'une main de fer. Lorsque Michael a choisi l'art au lieu de l'ingénierie, l'homme l'a renié. Mais contrairement à moi, Michael n'a pas passé des années à mendier son approbation. Tu ne peux pas arroser des racines mortes, Claire, m'a-t-il dit un jour.
Ce n'est pas ta faute si rien ne pousse. À l'époque, j'ai balayé cela d'un revers de la main, pensant qu'il était juste amer. Je croyais encore que la loyauté signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Mais ce soir-là, pour la première fois, ces mots ont commencé à prendre sens. Après le dîner désastreux, Michael a appelé. Je n'ai pas pu me résoudre à répondre, mais j'ai écouté son message vocal en boucle. Claire, je suis fier de toi. Pas seulement parce que tu as osé parler, mais parce que tu as enfin pris tes distances. Appelle-moi quand tu seras prête à respirer à nouveau. Je n'étais pas encore prête. Pas complètement. Mais quelque chose en moi avait commencé à changer. Pendant des années, je m'étais accroché à ce fragile espoir que si je restais silencieuse et que je travaillais plus dur, mes parents finiraient par se tourner vers moi et me voir. Cet espoir avait été ma bouée de sauvetage. Mais maintenant, je commençais à réaliser que la liberté ne vient peut-être que lorsque vous cessez de mendier l'amour de personnes qui ne vous en donneront jamais. Quand j'ai quitté mon ancien appartement, je n'ai pas pris grand-chose. Juste l'essentiel, mon ordinateur portable, quelques vêtements usés, les livres que je ne pouvais pas lâcher, et une photo encadrée de l'université, Michael et moi sur la pelouse du campus, tenant des tasses de café, souriant comme des imbéciles à un monde qui semblait encore grand ouvert. C'était avant que tout ne devienne compliqué, avant que j'oublie comment sourire comme je le faisais sur cette photo. J'ai trouvé un petit 2 pièces à belle vue. Simple mais confortable, avec du parquet, des murs blancs et une large fenêtre donnant sur une rue calme ombragée par des érables. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, payé avec mes propres revenus, choisi, aménagé et habité entièrement par moi. Pas d'Ashley, pas de Suzanne, pas de Robert, juste Claire. Cette première nuit, j'ai à peine dormi. Je me suis allongé sur un matelas posé directement sur le sol, regardant le plafond, entouré de silence. Au début, le silence m'a semblé vide, mais plus je l'écoutais, plus je comprenais qu'il ne s'agissait pas de vide. C'était la paix, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon compte bancaire. 3 virements automatiques étaient prévus, un pour les factures d'électricité de mes parents, un pour les frais de scolarité d'Ashley et un autre pour le prêt immobilier familial. J'ai annulé chacun d'eux. Mes doigts ont légèrement tremblé en cliquant sur confirmer, mais une étrange légèreté s'est installée dans ma poitrine. Pas d'explication, pas d'excuses, juste fait. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à reconstituer une vie qui n'appartenait enfin qu'à moi. Le travail au cabinet de conseil a commencé à décoller. Mon responsable m'a confié une mission importante, un projet de restructuration pour une entreprise technologique Fortune 500. Je m'y suis investi corps et âme, restant tard, animant des réunions, résolvant les problèmes instinctivement. Pour la première fois, je ne courais pas après les éloges de qui que ce soit. Je le faisais pour moi. Et les gens ont commencé à le remarquer. Plus d'invitations à des réunions, plus de demandes d'avis. Mes idées étaient enfin entendues. Mon nom a commencé à circuler, non pas comme la sœur d'Ashley ou la fille fiable, mais comme Claire Adams, le talent en pleine ascension. Les soirées sont devenues mon sanctuaire. Je rentrais dans mon petit appartement paisible où j'ajoutais des pièces qui ressemblaient à des fragments de moi-même, un canapé gris doux, une lampe en forme de branche d'arbre, une grande bibliothèque pour enfin déballer mes livres de poche. J'ai garni la fenêtre de plantes succulentes, allumé des bougies et mis du jazz en cuisinant le dîner pour une seule personne. C'était extravagant, presque égoïste, et c'était merveilleux. Un samedi, Michael est arrivé avec une bouteille de vin et 2 grands sacs de nourriture thaïlandaise. « Tu respires toujours ?» a-t-il plaisanté en entrant comme s'il était déjà venu 100 fois. J'ai souri. Je crois que je commence enfin à vivre. Nous nous sommes assis en tailleur sur le sol, mangeant des nouilles, sirotant du cabernet bon marché, riant de nos années d'université. Pendant un moment, la vie m'a semblé légère à nouveau, simple, libérée. J'aime cet endroit, a-t-il dit en regardant autour de lui. On dirait toi. J'ai hésité, souriant faiblement. Je crois que je suis encore en train de comprendre ce que cela signifie. Il a levé son verre et a dit doucement, à la découverte de soi. Nos verres se sont touchés et une douce chaleur s'est répandue en moi. Ce n'était ni de la fierté ni du soulagement. C'était quelque chose de plus doux, peut-être la première trace d'acceptation de soi, ou du moins le sentiment que j'avançais enfin vers elle. Plus tard ce soir-là, alors que je pliais une couverture sur le dossier du canapé, mon téléphone a vibré. Maman. Puis à nouveau, papa,
pas de message, juste une série d'appels manqués, 10 au total. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vérifié. Au lieu de cela, j'ai mis le téléphone en mode silencieux, je me suis enveloppé dans la couverture et j'ai regardé les lumières de la rue scintiller à travers la fenêtre. Ils avaient choisi le silence pendant des années. Maintenant, je le leur rendais, un silence qu'ils seraient enfin forcés d'entendre. Puis on a frappé. Pas doucement, pas timidement. C'était ferme, délibéré, exigeant, le genre de coup qui n'attend pas de réponse. Il insiste pour être entendu. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 16h13, un mardi. Je venais de rentrer du travail, encore en talons, la veste tombant de mes épaules. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Ils étaient là, mes parents, Robert et Suzanne Adams, debout comme si rien ne s'était jamais passé. Ils avaient l'air immaculés, comme s'ils rendaient visite à une propriété qu'ils croyaient encore être la leur. Mon père portait une chemise boutonnée impeccable et des chaussures en cuir ciré. Ma mère se tenait rigide dans son trench coat beige, les bras croisés, les lèvres pincées comme si elle se préparait à la bataille. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. Nous devons parler, a dit ma mère. La dernière fois que nous nous étions parlé, elle m'avait dit que j'avais humilié la famille. Pourtant, elle était là, sur le pas de ma porte, faisant comme si la blessure n'existait pas, sans attendre que je réponde. Ils sont entrés sans hésiter dans mon appartement. J'ai fermé la porte lentement derrière eux, comme si un seul mauvais bruit pouvait tout déclencher. Ils se sont installés sur mon canapé, celui que j'avais acheté moi-même dans le salon que j'avais construit grâce à mon propre travail acharné et à mes nuits blanches avec de l'argent qu'ils ne m'avaient jamais remercié. Je suis resté debout. Claire, a commencé mon père, ajustant son ton dans cette cadence douce et professionnelle qu'il utilisait pour les réunions, Ashley a rencontré quelques revers. Des revers ? C'était le mot qu'il avait choisi. Des réductions de personnel, a dit ma mère sèchement. Et quant à ses frais de scolarité, le solde restant n'a pas été payé. Si cela ne se règle pas bientôt, Ashley pourrait devoir quitter le programme. Et j'ai demandé, d'un ton monocorde, et ma mère a rétorqué, nous avons besoin de ton aide. Voilà. Pas d'excuses, aucune trace de remords, juste le même vieux refrain. De l'aide, ai-je répété comme si c'était un mot étranger sur ma langue. Claire, tu comprends à quel point c'est essentiel, a dit mon père, sa voix mesurée. Si elle prend du retard maintenant, elle pourrait tout perdre. Elle, ai-je demandé doucement, ou vous ? Le regard de ma mère s'est durci. Ne sois pas mesquine, a-t-elle sifflé. J'ai laissé échapper un rire sec et aigu qui m'a surprise moi-même. J'ai sacrifié des années de ma vie pour cette famille. J'ai payé les factures quand les lumières se sont éteintes. J'ai acheté les manuels scolaires d'Ashley. J'ai payé son loyer, ses courses. Je me suis sacrifié pour qu'elle puisse tout avoir. Et la seule fois, juste une fois, où j'ai demandé quelque chose en retour, vous m'avez dit que je vous avais déshonoré. Nous étions en colère, a aboyé mon père. Tu étais irrespectueuse. Je me suis approché, le bruit de mes talons frappant le sol, coupant l'attention. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez manqué de respect pendant des années, silencieusement, constamment, jusqu'à ce que cela devienne le rythme de notre famille. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez épuisé. Ma mère s'est redressée, ses bras se dépliant. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit sèchement. Nous t'avons mis au monde. Et je l'ai porté, ai-je répondu, les mots venant de quelque part au fond de moi. Je l'ai porté pendant que vous étiez debout sur mon dos et que vous félicitiez quelqu'un d'autre d'être plus grand. L'air entre nous s'est tendu, fin comme un fil, prêt à se rompre. Vous ne pouvez pas entrer ici et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé, ai-je dit doucement, mais avec force. Vous ne pouvez pas agir comme si vous ne m'aviez jamais dit que vous regrettiez que je ne sois jamais né. La bouche de mon père s'est ouverte, puis s'est refermée, le silence faisant tout le travail. Je me suis dirigé vers la porte et les mains tenues grandes ouvertes. Si vous êtes venu ici pour vous excuser, je vous écouterai. Mais si vous êtes venu pour demander plus, cette conversation s'est terminée le soir où vous m'avez renié. Aucun d'eux n'a bougé. Claire, c'est la famille, a dit ma mère, son ton montant. Le sang, c'est le sang. Pas quand c'est toxique, ai-je dit en secouant la tête et en indiquant le couloir. Ils sont partis avec raideur, sans dire un mot. Mais avant de franchir la porte, ma mère s'est retournée et a dit, tu vas le regretter. Un jour,
tu réaliseras que tu as besoin de ta famille. J'ai croisé son regard sans ciller. J'en ai déjà une. Elle ne vous inclut tout simplement pas, la porte s'est refermée derrière eux avec un doux déclic. Et pour la première fois, il n'y avait rien en moi que du silence. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de doute, juste de l'air, frais et propre, encore libre. Cette fois, quand la porte s'est refermée derrière eux, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans un rythme tranquille. Pas d'appel, pas de SMS, juste du silence, le même silence qu'ils exigeaient autrefois de moi. Sauf que maintenant, ce n'était pas de la soumission. C'était de la force. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui rétrécit. C'était le calme de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa propre voie dans le silence. Au travail, je me suis investi corps et âme dans tout. J'ai animé des réunions avec une confiance qui m'a semblé étrange au début, comme porter la veste de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que je réalise qu'elle avait toujours été taillée pour moi. Les gens écoutaient quand je parlais. Les clients ont commencé à me demander par mon nom. Puis est arrivée la grande mission, une restructuration de plusieurs millions de dollars pour un géant de la technologie basé à Redmond, le genre de projet qui définit la carrière d'un jeune consultant. Mon responsable me l'a confié sans hésitation. « Tu l'as mérité », a-t-il dit. « Ne te retourne pas, et je ne l'ai pas fait. » Pendant 6 semaines, j'ai vécu et respiré ce projet. Séance de stratégie, présentation PowerPoint tard dans la nuit, tableau croisé dynamique tournant sur l'écran jusqu'à ce que mes yeux me piquent. Mais cette fois, je n'avais pas l'impression de faire un burn-out. J'avais l'impression d'avoir un but, net, vivant, à moi. La nuit, je rentrais dans un appartement qui me semblait enfin complet, le canapé gris jonché d'oreillers moelleux, des étagères soigneusement remplies de livres que j'avais autrefois gardés dans des cartons, des bougies brillant faiblement dans les coins, remplissant la pièce d'une douce chaleur. Ce n'était pas la maison où j'ai grandi. C'était la maison que j'avais construite pour moi, une brique émotionnelle à la fois. Michael passait souvent. Parfois, nous ne parlions même pas, nous partagions juste des restes dans un silence confortable. D'autres soirs, nous mettions de vieux disques et nous nous disputions au sujet de nos playlists de l'université. « Tu es différente », a-t-il dit une fois, se penchant en arrière sur mon canapé, un verre de vin rouge à la main. Je l'ai regardée, curieuse. « Différente ? Comment ? Tu sembles entière, a-t-il dit doucement, comme si tu avais enfin cessé d'attendre que quelqu'un te choisisse. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. La chaleur constante qui montait dans ma poitrine parlait pour moi. Puis est venu l'article. Notre projet avait dépassé toutes les prévisions. Le client a renouvelé son contrat, doublé son investissement et salué publiquement la stratégie de notre équipe. Et là, il y avait mon nom, en gras et sans équivoque, au premier plan. Un magazine économique local a pris contact avec moi pour une interview. J'ai dit oui, bien qu'une partie de moi hésitait. Je n'avais pas l'habitude d'être visible. Mais pendant l'interview, j'ai dit la vérité, non seulement sur le succès du projet, mais aussi sur le chemin qui m'y avait mené. Sans pointer du doigt, j'ai parlé de ce que signifie grandir sans être vu, de courir après une validation qui ne vient jamais, et de finalement cesser d'en avoir besoin. L'article s'intitulait « Étoile montante, Claire Adams sur le leadership par la résilience ». Il s'est répandu rapidement. D'abord, des centaines de likes, puis des milliers. Ma boîte de réception s'est remplie de messages d'étrangers qui disaient que mes mots ressemblaient aux leurs, des gens confessant qu'ils avaient pleuré en les lisant. Une phrase n'a cessé d'être partagée, vous n'avez pas à gagner l'amour de personnes qui l'utilisent comme une arme. Michael m'a envoyé une capture d'écran encerclant cette ligne. Putain, Claire, a-t-il écrit. Tu as déclenché une révolution silencieuse. Mais tout le monde n'est pas resté silencieux. Des emails ont commencé à affluer de mes parents, coupants, colériques, bouillonnants. Tu as humilié cette famille. Comment oses-tu parler de nous en public? Ashley est en difficulté et tu es là à te pavaner. Je n'ai pas répondu. Ils sont passés de la culpabilité à l'accusation et finalement de nouveau au silence. Et je suis resté immobile. Pour une fois, je ne me suis pas senti obligé de me défendre, d'expliquer ou de réparer. Je l'ai laissé se briser. Et cette fois, je ne me suis pas précipité pour ramasser les morceaux. Et d'une manière ou d'une autre, quand tout le reste s'est effondré, je ne m'étais pas effondré. Un soir, je me suis tenu devant ma baie vitrée, un verre de vin à la main, regardant la ligne d'horizon de Seattle scintiller,
comme si elle m'encourageait en silence. J'ai pensé à cette version plus jeune de moi-même, celle qui avait l'habitude d'envoyer la moitié de son chèque de paie à la maison, attendant une gratitude qui n'est jamais venue. Je me suis souvenu de ce dîner, de cette phrase cruelle, « Nous regrettons d'avoir une fille comme toi ». Et puis, ça m'a frappé. J'avais l'habitude de croire que le silence signifiait la reddition. Maintenant, je comprenais que le silence pouvait être une force. La célébration que j'ai organisée n'était pas extravagante. Elle était petite, exprès. Pas de lieu huppé, pas de liste d'invités obligatoire remplie de noms que je connaissais à peine. Juste une poignée d'amis proches, des collègues qui m'avaient soutenu quand la vie s'était défaite. Et Michael, naturellement, qui est arrivé avec 2 bouteilles de vin et un plateau de fromage ridiculement grand qu'il a insisté pour organiser lui-même. Ce n'était pas une fête pour la réussite. C'était un toast à l'endurance. Je venais de signer un contrat de leadership avec l'entreprise, pas quelque chose qui m'avait été offert, mais un poste que j'avais mérité et négocié entièrement par moi-même. L'influence de personne d'autre ne l'ombrageait. Aucune ficelle n'était tirée derrière. L'appartement brillait d'une lumière ambrée chaude. Du jazz doux et des morceaux indépendants emplissaient l'arrière-plan. Au-delà des fenêtres, le Puget Sound scintillait sous le ciel nocturne, la ville palpitant doucement, vivante. Le rire s'est répandu dans la pièce. Quelqu'un a levé un verre en mon honneur, et j'ai ri aussi, pas le son poli et travaillé que j'utilisais autrefois pour combler le silence, mais un rire authentique et débridé, le genre qui donne l'impression de respirer à nouveau. Personne n'a parlé d'Ashley. Personne n'a mentionné mes parents. Personne ne m'a lancé ce regard de sympathie auquel je m'étais habitué. Ce que j'ai vu à la place, c'était de la fierté et quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait enfin à de l'amour. Michael a tapé son verre contre le mien et a souri. « Regarde autour de toi », a-t-il dit, en désignant le rire et la lumière. « C'est la famille que tu as construite, Claire. » J'ai hoché la tête, la vérité s'installant. « Oui », ai-je dit doucement. « Le genre qui m'a choisi aussi. » Plus tard, quand tout le monde était parti, je suis sorti sur le balcon. L'air de la baie était vif, propre, caressant mes cheveux comme s'il nettoyait ce qui restait du passé. En bas, les lumières de Seattle scintillaient comme des étoiles dispersées. J'ai terminé la dernière gorgée de mon vin et je me suis laissé respirer. J'ai pensé à tous les sacrifices invisibles, aux années où j'ai continué à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. J'ai pensé à ce dîner, à ces mots que je n'oublierai jamais. Mais je me suis souvenu de la première fois où je me suis défendu, de la première nuit où j'ai dormi ici, seul mais en sécurité, de la première fois où quelqu'un m'a dit qu'il était fier de moi et qu'il le pensait vraiment. Et ça m'a frappé. Peut-être que nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous naissons, mais nous choisissons les parties de cette histoire qui restent avec nous et celles que nous finissons par laisser tomber. Peut-être que l'amour qui exige des preuves n'est pas de l'amour du tout. Peut-être que la vraie liberté consiste à apprendre à cesser d'avoir besoin de ce qui n'a jamais été offert librement. De l'intérieur, mon téléphone a commencé à vibrer. Un autre message, cette fois de quelqu'un que je ne connaissais pas, un étranger qui avait lu l'article, m'avait trouvé à travers le bruit et avait écrit « Ton histoire m'a aidé à enfin m'éloigner de la douleur que je pensais devoir accepter. » J'ai souri. Je n'étais plus seul, et eux non plus. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai éteint les lumières. La pièce gardait encore la chaleur du rire, le léger parfum de vin et de bougies flottant dans l'air. J'avais passé des années à implorer une reconnaissance. Maintenant, j'en avais fini d'implorer. Je créais. Je choisissais. Et pour la première fois, je savais exactement qui j'étais, pas une fille à gérer, pas un plan de secours, pas un fil invisible retenant les autres, juste moi, assez entière, libre. Je ne suis peut-être pas la fille qu'il voulait, mais je suis enfin la mienne.